Light. Explore light as a source of inspiration, movement, knowledge, creativity, and emulation. Prepare to experience new emotions and unleash new ideas to reinvent our world. Discover an inspiring place and experience. While witnessing the French savoir-faire in art, technology, and innovation. At France Pavilion at Expo 2020 Dubai. France. Light, speed, inspiration. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans les salons du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour vous présenter le pavillon France à l'exposition universelle de Dubaï qui se tiendra du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Avec 190 participants, l'exposition universelle sera le premier grand rendez-vous planétaire de cette envergure en pleine période de pandémie. Une pandémie qui résonne particulièrement avec le thème de cette 34e édition qui est « Connecter les esprits, construire le futur ». Jean-Yves Le Drian, bonjour. Bonjour. Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Avec vous, nous allons aborder les grands enjeux de cette exposition universelle pour la France dans le contexte de Dubaï, qui est la première ville du Moyen-Orient à recevoir, à accueillir une exposition universelle. Ce n'était jamais arrivé depuis sa création au milieu du 19e siècle. Éric Linquier, bonjour, vous êtes président de la COFREX, la Compagnie française des expositions, et vous êtes à ce titre le commissaire général du pavillon France que vous allez nous présenter dans quelques instants. Justine Vollers, vous êtes quant à vous la directrice de la programmation. Vous nous donnerez les détails de cette programmation temporaire, permanente, qui rythmeront ces 24 semaines. Une exposition universelle est, comme chacun le sait, une vitrine économique, technologique, scientifique, culturelle. Mais à chaque fois, il faut raconter une nouvelle histoire, un nouveau narratif. Monsieur le ministre, quelle sera la petite musique de la France à Dubaï? Quelles sont ses ambitions affichées? D'abord, vous l'avez dit, une exposition universelle, depuis la première exposition universelle de Londres en 1851, c'est à chaque fois un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de rencontre des peuples au présent. Et puis c'est aussi à chaque fois un véritable laboratoire de progrès où l'ensemble des acteurs travaillent à préparer l'avenir. Et cette exposition qui va s'ouvrir à Dubaï le 1er octobre prochain marquera, je l'espère, comme nous tous, la reprise des rencontres internationales et sera donc un moment privilégié pour préparer le monde d'après. Déjà, vous l'avez dit, 190 pays ont répondu présent. Et ce sera évidemment pour cette raison un rendez-vous historique. Historique parce que ce sera le premier grand événement mondial après la pandémie, au moins nous le souhaitons. Et puis historique aussi parce que l'exposition universelle de Dubaï sera la première exposition universelle au Moyen-Orient, l'année même où les Émirats arabes unis célèbrent leur 50e anniversaire. Alors ça sera une occasion exceptionnelle de présenter à nos partenaires du monde entier les solutions que nous proposons, nous la France, pour répondre aux défis de demain. Et ce sera une opportunité unique de faire valoir les atouts de notre pays pour montrer nos capacités de coopération avec les pays de la région, mais pour montrer aussi notre capacité de rayonnement, d'attractivité, d'influence, notre patrimoine et aussi notre capacité d'innovation. Bref, ce sera un moment très important pour nous placer, nous, dans le monde d'après qui commence et qui commencera, je l'espère, au plus vite. Alors c'est un monde à construire collectivement, mais c'est un monde aussi où la compétition restera vivante dans le monde d'après. Même si on peut l'espérer, elle sera différente. Et il faudra que dans cette perspective, nous sachions, nous, jouer nos propres cartes, nos propres capacités, nos propres identités pour marquer par notre influence cette étape nouvelle. Alors je voudrais à cet instant
remercier tous ceux qui ont travaillé pour la mise en œuvre de ce pavillon. D'abord le commissaire général, Éric Linquier, que je salue. Vous avez, avec vos équipes, avec Julie Verlès et d'autres, travaillé à ce que ce magnifique pavillon français soit au rendez-vous. Et le faire dans une période de pandémie, ce n'était pas si simple, j'imagine. En tout cas, vous êtes au rendez-vous. Je remercie aussi la COFREX, les ministères qui y ont travaillé, à la fois le ministère de l'économie, le ministère de la transition écologique, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la recherche et de l'innovation, les équipes de l'ambassade de France, les équipes de l'Institut français aux Émirats arabes unis, et puis aussi notre consulat général à Dubaï, et puis l'ensemble des partenaires publics et privés qui forment l'équipe France de cette exposition internationale. Et quand il y a une équipe soudée, c'est déjà le début du succès. Je voudrais dire aussi un mot pour le parrain et la marraine de notre pavillon, Thomas Pesquet, cet homme formidable qui, avant de faire son grand retour à la Station spatiale internationale, a trouvé le temps de s'investir dans ce projet. Et puis Jessica Préal-Pato, sacrée meilleure pâtissière du monde en 2019, et qui sera créatrice d'un dessert signature qui, me dit-on, mêle la tradition française et l'inspiration émirienne, et que nous pourrons, je pense, découvrir ensemble en octobre. Il nous faudra un petit peu de patience pour cette découverte formidable. Notre pavillon, pour parler très concrètement, c'est d'abord un lieu superbe qui a été inauguré il y a quelques jours par Franck Riester, avec une architecture audacieuse, novatrice, une réalisation éco-responsable qui incarne notre engagement en faveur de l'environnement. Puis ça sera aussi un véritable trait d'union entre notre héritage et notre volonté de construire l'avenir ensemble, puisqu'il abritera les 35 volumes de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est tout un symbole, le symbole d'une France qui, depuis les Lumières, n'a jamais cessé de travailler à mettre l'innovation scientifique et technologique au service du progrès humain, et qui le fait aujourd'hui en ligne de mire des objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Alors tout au long des 6 mois que durera l'exposition, la vie de notre pavillon sera rythmée par une série de manifestations qui s'annoncent d'ores et déjà passionnantes, rythmées d'abord par des quinzaines thématiques, centrées là aussi sur la réalisation de l'agenda 2030 des Nations Unies autour des problématiques climatiques, environnementales, mais aussi autour des questions de santé, de la paix, de l'éducation. Et je voudrais à cet égard remercier tous les scientifiques, les acteurs économiques, les membres de la société civile qui viendront animer les débats sur ces enjeux majeurs. Et puis nous aurons aussi des actions d'animation et des rencontres organisées par Business France pour générer des opportunités d'affaires pour nos entreprises et pour nos start-up, parce que, bien évidemment, la relance, quand elle interviendra, la relance de notre économie passera aussi par l'international, même si la chaîne de valeur sera différente, elle restera compétitive et il faut que nous nous placions dans ce scénario-là. Par ailleurs, nous proposerons aux visiteurs notre pavillon en avant-goût, au sens propre de ce terme, grâce à la complicité de Jean-Claude Cherrier et de la maison Ladurie, une avant-goût de notre gastronomie, de notre patrimoine, de notre scène culturelle, de nos destinations touristiques dans ce qu'elles ont de meilleur. Notre objectif, pour répondre à votre question, est clair. Il nous faut donner par ce pavillon de grande qualité et par ces échanges l'envie de découvrir ou de redécouvrir notre pays. Et puis il y aura un temps fort autour de la francophonie, puisque les organisateurs ont décidé d'ajouter cet élément au programme de l'exposition, et le fait que la langue française, dans sa diversité, soit présente de cette manière est aussi pour nous un élément d'attractivité et de création. Bref, la France, dans sa capacité de mobilisation, dans sa créativité, dans son énergie, sera présente, et le rendez-vous de Dubaï sera pour nous extrêmement important. Merci, Monsieur le Ministre. Alors justement, on parlait, Monsieur Le Drian parlait à l'instant de l'identité de la France au travers de cette exposition. Et justement, cette identité, elle s'inscrit dans ce bâtiment, le pavillon France, qui vient d'être achevé. Sa construction s'est terminée la semaine dernière. Et son thème architectural est lumière, lumière. Expliquez-nous ce parti pris. Alors, lumière, lumière, lumière au singulier, lumière au pluriel, c'est effectivement un peu un résumé de ce qu'on a voulu porter
dans cette participation à l'Expo universelle et dans ce pavillon. Les Lumières au pluriel, le ministre l'a dit, c'est le message de la France depuis le siècle des Lumières et le lien entre innovation et progrès, qui est un lien essentiel pour nous. C'est aussi la lumière au singulier. La lumière, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord la mobilité, et notre pavillon s'inscrit dans la zone géographique de la mobilité à l'exposition universelle. C'est aussi la durabilité, et l'enjeu pour nous est vraiment d'avoir un pavillon durable. Il va produire, avec des tuiles photovoltaïques, une innovation française d'Acuo, l'essentiel de son énergie. On va recycler ses eaux grises. On aura donc un pavillon véritablement à la fois connecté et durable. Il était important de l'incarner par la lumière et par les lumières. C'est au fond le message, et je dirais que la lumière, c'est un dernier élément. À travers la connexion, c'est aussi l'inspiration. Et nos visiteurs découvriront le slogan que l'on a vu il y a quelques minutes. Le pavillon, c'est d'abord l'inspiration à la vitesse de la lumière. C'est au fond le message que la France veut porter durant cette expo universelle. Alors, la spécificité de cette édition, et vous n'en êtes pas peu fiers, c'est d'avoir réussi à mobiliser des acteurs du secteur public et privé. Absolument. Je dirais que la particularité, même si historiquement tous les pavillons ont associé des acteurs de tout type lors des éditions précédentes, il était important pour nous que ça se fasse à un niveau le plus élevé possible. D'abord parce que ça nous donne des marges de manœuvre financières plus importantes pour avoir un pavillon plus ambitieux, et de nombreuses entreprises notamment ont apporté des contributions très significatives. Cette contribution, elle se fait aussi sur les contenus, et je dirais que la programmation qu'évoquait là aussi le ministre, elle va être très largement portée par ces acteurs publics, privés, institutionnels ou du monde associatif ou des collectivités territoriales. Justine Vollers, le bâtiment va accueillir de nombreux événements. Le parcours visiteur commence dès l'esplanade. Comment avez-vous investi cet espace extérieur ? Alors effectivement, le parcours visiteur se déroule en 2 temps. On a tout un rez-de-chaussée qui sera consacré à une exposition permanente et plusieurs expositions temporaires. Et un dernier étage qui s'appelle le Belvédère, qu'on vous dévoilera dans quelques minutes, consacré à notre programmation événementielle. La programmation du pavillon débute dès cette esplanade, qui est un espace extérieur assez vaste, d'un peu plus de 1600 mètres carrés, qui est en partie ombragé, qui est entièrement arboré et qui est pour nous l'occasion déjà d'accueillir les flux, donc de gérer les files d'attente et également de proposer les premiers éléments de parcours aux visiteurs, à commencer par un espace entièrement dédié à la photographie, donc un espace qui se trouve le long de la Concourse Road, qui est vraiment ce boulevard central sur le site d'Expo, qui sera thématisé en lien avec nos quinzaines thématiques. Une deuxième proposition artistique importante qui est celle du mobilier urbain, et un peu plus que ça, qui a été confiée à un jeune artiste franco-iranien qui s'appelle Sepan Danesh et qui a conçu une proposition qui mêle mobilier urbain et sculpture, des sculptures qui prennent la pose, qui font également référence à nos thématiques des Lumières puisqu'elles sont peintes en trompe-l'œil et qui proposera aux enfants un parcours ludique. Et que nous allons avoir le plaisir de découvrir. Je m'appelle Sepan Danesh, je suis artiste et je présente des pièces que vous voyez ici pour l'esplanade du pavillon de France à l'Expo universelle de Dubaï. Ce qui est important pour moi, c'est l'aspect jeu et la créativité. Ce qu'on peut voir ici, ce sont des sculptures à base de fragments toujours identiques, qui sont des cubes. Ça a donné des formes figuratives qui correspondent à des émotions. Ça a donné des formes abstraites qu'on utilise comme îlots pour que les gens puissent s'asseoir dessus. Et l'objectif un peu de cette grande pièce que j'ai faite, c'est de créer un espace pour les enfants, pour qu'ils puissent, en arrivant sur le pavillon français, se dire « Wow, c'est génial, qu'est-ce que c'est ?» qui court partout. On a imaginé un parcours avec des QR codes pour qu'ils puissent découvrir les sculptures. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que les gens voient et comment ils interprètent ça. Et de la même façon, je me dis, est-ce que je peux créer chez eux l'envie de faire le jeu? Pourquoi pas essayer d'ouvrir un peu la pratique artistique et pas du tout le dire c'est réservé à certaines personnes. En fait, tout le monde peut faire ce jeu, tout le monde peut faire des petits dessins dans des carrés, il n'y a pas de risque en fait. Je me suis dit, tiens, il y a un langage universel en fait, tu vois. Et du coup, ça tombe bien par rapport à l'expo parce que l'objectif, c'est de parler à tous dans l'universalité, mais en même temps, il y a quelque chose en commun entre nous tous, quoi, tu vois. Et c'est là où on s'est dit, mais justement, les émotions, c'est peut-être ce qu'il y a de plus universel. Ouais.
Le pavillon est également l'occasion de présenter une deuxième proposition artistique qui a été confiée à Lille 3000. Lille 3000 qui a conçu pour le pavillon France une nouvelle expo de Futuro-Textile, une édition qui s'appelle TextiDream et qui est dédiée aux textiles innovants français, qui se présentera sous la forme de capsules. Donc on aura 7 capsules thématisées en lien aussi avec nos grandes thématiques, dont la lumière et la mobilité, qui prendront la forme de petits musées architecturés qui mêleront science et poésie. Alors Justine, ce qu'on a bien compris, c'est que le parvis est un espace en soi qui va trouver son prolongement dans les murs du pavillon. Qu'est-ce que nous allons découvrir une fois à l'intérieur de ce pavillon ? Alors le premier espace que les visiteurs vont découvrir dans le pavillon, le premier espace intérieur est un hall, donc c'est déjà un espace d'accueil. La deuxième fonction de cet espace 1, c'est d'introduire de manière générale le pavillon France. Donc on a décidé pour cette grande introduction de les consacrer à la valorisation des régions françaises et pour cela, nous avons travaillé avec The Explorers dont la mission est de dresser l'inventaire naturel, culturel et humain du monde, dont de la France, et qui réalise pour nous un panorama en images ultra haute qualité. The Explorers parcourent le monde pour réaliser l'inventaire de ces merveilles. Depuis un an, c'est en France que notre équipe capture en images cet héritage qui nous a été légué et que nous léguerons à notre tour. Le but, recenser le patrimoine naturel, culturel et humain du territoire français, si dense et contrasté. Des images en ultra haute définition 4K et 8K. Des milliers de photos. Et des dessins inédits mis à disposition des acteurs du tourisme. The Explorers est fier de contribuer au rayonnement du patrimoine français. Donc après cette grande introduction au pavillon France, nous arrivons vraiment dans le cœur du pavillon, le noyau de sa programmation, qui est son exposition permanente sur un peu plus de 800 mètres carrés et qu'on a décidé de consacrer au concept de progrès. Pour deux raisons. La première raison, c'est que le progrès est vraiment le concept fondateur des expositions universelles depuis les premières éditions au XIXe siècle. Et c'est également un mot qui interroge. Pour reprendre les mots du philosophe Étienne Klein, c'est un mot magique qui résume à lui seul notre désir d'avenir.
Donc on a conçu dans cette exposition 3 espaces distincts. Chacun proposera aux visiteurs une définition du progrès. Donc la première définition que l'on mettra en lumière est consacrée à l'Encyclopédie, qui est cet ouvrage collectif emblématique, le grand projet des philosophes du progrès du XVIIIe, que l'on présentera réellement. Donc c'est un prêt des Archives nationales qui nous prête une édition originale du XVIIIe siècle, les 35 volumes. Et nous valoriserons certaines des planches lithographiées magnifiques de cette édition en images. Et à partir de ces planches, nous raconterons une histoire des connaissances sur 250 ans, donc en partant du XVIIIe jusqu'en 2021, et dans des axes qui font écho aux messages du pavillon, tels que la mobilité, tels que le lien entre nature et société. Nous parlerons également d'éducation et puis bien sûr d'innovation. Bienvenue aux Archives nationales, je suis Philippe Nieto, je suis le chef de service de la bibliothèque historique des Archives nationales. L'édition originale des in-folio de Paris de l'encyclopédie de d'Alembert et Diderot comporte au total 35 volumes. Ces 35 volumes seront visibles de manière exceptionnelle au pavillon de France de l'exposition universelle de Dubaï. Ce n'est pas une collection disparate. C'est ça qui fait sa grande valeur et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on la voit hors de France. Le siècle des Lumières a inauguré une période de confiance dans les pouvoirs transformatifs de la raison. Il a longtemps été associé ainsi à l'histoire d'un grand livre collectif, l'Encyclopédie. Ce livre phare a représenté un effort de rassemblement et d'organisation des connaissances. Largement célébré comme un symbole de la créativité des Lumières françaises, l'encyclopédie est aujourd'hui considérée par les spécialistes dans une perspective plus européenne et plus cosmopolite qu'incarne l'exposition universelle de Dubaï. L'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers a été publiée entre 1751 et 1772. Diderot et d'Alembert se livrent à un travail acharné pour obéir aux 2 objectifs fixés: mettre en ordre les connaissances et les sciences, et proposer sur chaque science et sur chaque technique les principes généraux qui en sont à la base. Par son intention, portée à la description et à l'analyse des arts et des sciences, l'encyclopédie milite pour les idéaux de progrès. Retour au XXIe siècle, Éric, avec vous. À présent, nous allons aborder l'espace mobilité. C'est un choix qui est stratégique pour la France, puisque nous comptons des poids lourds à l'international. Quelle est leur vision de la mobilité de demain ? Alors, il est effectivement important que cet espace 2 de l'exposition permanente soit consacré à la mobilité, parce que la France se trouve dans l'aile géographique de l'exposition, comme je le disais, consacrée à cette mobilité. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'un choix conscient fondé sur 2 arguments. Le premier, celui que vous évoquez, l'existence de filières françaises de mobilité qui non seulement sont extrêmement compétitives, mais sont sans doute dans un certain nombre de cas les plus compétitives au monde. Il était important de les valoriser. La deuxième raison pour laquelle la mobilité est vraiment au cœur de notre démarche, c'est le fait que dans tous les projets urbains d'ampleur, notamment dans les pays émergents, l'enjeu de la mobilité est l'enjeu central qui permet de construire des projets urbains harmonieux. Et à ce titre-là, l'offre française correspond tout à fait aux attentes de la plupart des pays émergents, et c'est ce qu'on va essayer d'illustrer à travers un certain nombre d'exemples des différents types de mobilité dans lesquels la France excelle. La première d'entre elles, ce sera la mobilité spatiale, puisque le CNES est un de nos partenaires de longue date sur le sujet. Le CNES va nous entraîner dans un voyage à travers l'univers, à proximité de la Station spatiale internationale, dans les différentes planètes qui font l'objet de recherche, à commencer par la planète Mars, qui est évidemment dans l'actualité, elle sera de plus en plus. Le spatial est vraiment un sujet central de cette expo universelle pour beaucoup de pays participants. Il était important que le CNES puisse valoriser l'expertise française.
Après l'espace, nous allons redescendre sur Terre pour envisager la mobilité terrestre. Et pour ça, Renault a fait un gros travail dans le cadre d'un nouveau projet qui s'appelle Mobilize, au fond de refondation de la mobilité terrestre dans le sens de la durabilité, de l'accessibilité, et d'en faire un outil, là encore, de développement. C'est tout le sens de la présentation que fera Renault dans cet espace 2. Voici la révolution de la mobilité intelligente qui répond aux grands défis d'aujourd'hui. Moins d'embouteillages, plus de sécurité, une mobilité plus accessible et mieux partagée dans un monde durable. Mobilize, la marque de mobilité du groupe Renault, inaugure cette nouvelle ère en proposant un écosystème durable qui repose sur la mobilité flexible et des solutions innovantes en matière d'énergie. Mobilize propose des véhicules électriques partagés à la demande. Qu'il roule quelques minutes ou quelques heures, le client bénéficie d'une expérience sans contrainte. Pas de recharge, pas de frais de stationnement. Parce que le véhicule est partagé, la ville est moins encombrée, moins polluée et gagne tout l'espace libéré par les places de parking. Et pour les livraisons de proximité, Mobilize propose des véhicules agiles, électriques et à faible empreinte au sol. Mobilize, c'est aussi la recharge intelligente. Grâce à ce système, le véhicule électrique apporte son soutien au réseau électrique au bénéfice des énergies renouvelables. Chez Groupe Renault, parce qu'on aime la vie avec passion, on est heureux que les batteries aient une deuxième vie. Mobilize récupère les batteries qui ont des années durant alimenté les véhicules électriques. Et pour leur deuxième vie, ces batteries répondent à des besoins locaux, par exemple, alimenter des maisons individuelles, des stations de charge ou même d'autres formes de mobilité. Avec Mobilize, la mobilité intelligente, c'est déjà demain. Après la mobilité terrestre, la mobilité urbaine. Et de ce point de vue-là, on a une association intéressante entre une région, la région Île-de-France, Paris Région à l'international, et le groupe Engie, qui ont travaillé sur la façon dont, à l'échelle d'une métropole de 12 millions d'habitants, qui est évidemment emblématique, notamment pour les pays émergents qui sont confrontés aux mêmes enjeux de développement de mégapoles, on pouvait, en travaillant sur les infrastructures, en travaillant sur les outils, en travaillant sur les services, offrir une continuité de services urbains qui soit réellement la chaîne complète de la mobilité comme un outil de construction, de structuration de l'espace urbain. C'est tout le projet qui sera porté par la région Île-de-France et par Engie dans cet espace 3. Nous aurons ensuite une autre vision, celle du groupe Accor, qui va nous parler de mobilité de voyage, de mobilité touristique, un peu plus aussi de rêve que peut porter la mobilité à travers notamment l'accès pour tous à cette mobilité internationale. Alors voici pour les grandes marques, pour ces grandes marques françaises qui s'exportent à l'international, mais le pavillon a su également faire de la place aux jeunes start-up, et notamment une qui a mis au point un ballon dirigeable absolument spectaculaire. Eric, en quoi sa solution est unique au monde ? Alors effectivement, il nous apparaissait important non seulement évidemment de faire de la place aux grands groupes, mais également aux sociétés innovantes. Et de ce point de vue-là, Flying Whales, qui fait partie de la dernière génération du Next 40, est vraiment l'incarnation de cette innovation française réelle et première mondiale, en ce sens que le dirigeable est une solution technique très très ancienne, qui s'est longtemps appliquée aux passagers. L'enjeu aujourd'hui est d'en faire un outil de la logistique et de la mobilité des objets, précisément dans les lieux où il n'y a pas d'infrastructure d'accueil. Et c'est à la fois
pour nos pays et pour la France et l'Europe, mais plus largement pour les pays dans lesquels les infrastructures font défaut, que cette solution est réellement révolutionnaire. Flying Wells est une entreprise française qui, grâce à ses innovations et à la qualité de ses équipes et de son consortium industriel, développe un programme ambitieux et unique au monde, le LCA-60T. Le LCA-60T est un dirigeable rigide pour le transport de charges lourdes, doté d'une capacité d'emport de 60 tonnes. Grâce à ses formidables caractéristiques de chargement et déchargement en vol stationnaire, cette solution contribuera à permettre la poursuite du développement économique en désenclavant les territoires en déficit d'infrastructures et en réduisant significativement l'impact du transport cargo dans le monde. Flying Wells et son consortium de réalisation sont fiers et honorés de représenter l'excellence industrielle française au sein de l'exposition permanente du Pavillon France. C'est un rendez-vous unique pour faire part au monde de notre conviction que le transport peut se réinventer pour continuer à relier les femmes et les hommes. Monsieur le ministre, les exportations françaises ont malheureusement reculé de 20% en raison de la pandémie. Les industries liées à la mobilité ont énormément souffert puisque c'est ce que nous vendons de plus et peut-être même de mieux à l'étranger. Le Flying Wells, l'exemple que l'on vient de voir, est-ce que c'est ce type d'innovation disruptive qu'il faut soutenir pour relancer notre machine des exportations? Je crois qu'on reprendra nos parts de marché puisque la qualité de nos propositions de mutation dans le domaine de la mobilité est tout à fait reconnue et les exemples qu'on vient de voir nous montrent que nous sommes à l'avant-garde dans la déclinaison de ce qu'est la nouvelle mobilité qui préserve l'environnement. Entre le spatial et l'aventure de Pesquet, mais aussi l'aventure que nous menons avec les Émirats arabes unis, puisque nous avons une coopération sur Mars avec les Émirats arabes unis, jusqu'au ballon dirigeable de nouvelle génération. Nous sommes au rendez-vous. Nous sommes au rendez-vous de l'innovation, puis aussi de la transformation de la mobilité ancienne dans une mobilité nouvelle et précautionneuse en matière environnementale, sobre en matière de consommation d'énergie et de répercussions sur les enjeux climatiques, ne serait-ce que dans le domaine de l'aéronautique, où finalement nous travaillons en France sur les avions de nouvelle génération, sur l'avion vert. Tout cela peut être aussi un outil majeur pour l'exportation, parce que je pense que l'innovation dans la transition écologique et singulièrement dans la mobilité est un facteur énorme d'influence et d'attractivité de la France et donc d'exportation. Alors justement, on va parler de tout cet aspect environnemental, mais nous allons d'abord continuer avec vous, Justine. L'espace temporaire qui est en lien avec la... Oh, pardon, ce n'est pas l'exposition temporaire. Nous allons sur le dernier tableau de cette exposition permanente qui est l'espace Galaxie du futur. Pourquoi l'avoir nommé ainsi ? Alors effectivement, le dernier espace de notre exposition permanente est connecté à la thématique de l'exposition universelle de Dubaï, donc comment construire le futur. On a intitulé cet espace la Galaxie du futur. En fait, on s'interroge sur à quoi pourrait ressembler le progrès demain, comment le concevoir ensemble. Et pour cela, on a donc scénographié une galaxie qui accueillera 3 grandes planètes. Une planète dédiée aux sciences qui sera portée par le CNRS, une seconde grande planète incarnée par le CRI pour l'éducation, le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire. Et enfin, le visiteur pourra découvrir la planète dédiée aux arts et portée par la Fondation Art Explora. C'est le plaisir à présent d'accueillir nos 3 planètes. On va commencer avec vous, Antoine Petit. Le CNRS incarne la planète science, comme on peut l'imaginer. Vous dites que l'avenir de la Terre se joue en Antarctique, et surtout en Antarctique. Aussi en Antarctique. Alors c'est vrai que construire le futur, connecter les esprits, ça pourrait presque être la devise du CNRS. En fait, le travail de la recherche fondamentale, c'est pas de décider du futur, mais c'est de faire avancer les connaissances, de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, de mieux prévenir les difficultés, les dangers, mais aussi de mieux saisir les opportunités, d'inventer, d'innover. Et donc c'est ensuite à la société de décider le futur qu'elle veut en s'appuyant sur la science. Et c'est vrai que nous avons fait le choix, comme vous l'avez dit, de l'Antarctique, qui va peut-être surprendre de prime abord.
En fait, il faut savoir que depuis 1959 et le traité de l'Antarctique, c'est un grand continent qui est consacré à la science et à la coopération internationale, d'une certaine façon, à connecter les esprits. Et donc, aujourd'hui, l'Antarctique offre une fenêtre absolument exceptionnelle sur notre planète, sur ses mutations, sur sa biodiversité. Et donc, si vous venez visiter le pavillon Science, vous découvrirez, pour commencer, une expérience totalement immersive, unique. Vous serez littéralement sous la banquise et vous pourrez découvrir cette vie foisonnante des grands fonds, mais aussi, plus original, vous pourrez écouter cette vie grâce à des sons qu'enregistraient nos équipes depuis maintenant quelques années. Alors moi j'ai appris une chose qui m'a fort étonnée. On dit qu'il est plus facile d'aller sur Mars que d'aller au pôle Sud. Expliquez-nous ça. Alors d'y aller, je ne sais pas, d'y vivre. Souvent on parle de vivre. Il faut savoir que les conditions là-bas sont absolument horribles. Il fait souvent moins 80 degrés, parfois encore moins. Mais d'une certaine façon, ces conditions extrêmes offrent aussi un terrain de jeu unique pour la recherche. Et donc il y a de nombreuses recherches qui sont menées là-bas, autour bien sûr de la biodiversité, on en a parlé, mais aussi autour du réchauffement climatique, parce que c'est vrai que les pôles sont les premiers témoins de ce réchauffement climatique. Autour de la glaciologie, on fait des carottes glaciaires qui vont permettre de déceler des petites bulles d'air il y a plusieurs centaines de milliers d'années, donc pour être capable d'étudier le climat. C'est un terrain unique aussi pour l'astronomie, parce qu'on a un ciel d'une pureté exceptionnelle, ou aussi encore pour la sismologie, puisque vous pouvez écouter la planète sans beaucoup de pollution. Mais c'est vrai aussi, pour faire un lien avec Mars, que de façon peut-être surprenante, c'est aussi un endroit dans lequel on étudie les futures missions spatiales, parce que si je prends par exemple la station franco-italienne Concordia, qui est au milieu du pôle Sud, à plus de 4 heures d'avion de la côte, eh bien cette station est totalement isolée, plusieurs mois par an, même les avions ne peuvent pas y aller parce qu'il fait trop froid. Et donc là, vous avez une vie en isolement qui est tout à fait unique et qui, d'une certaine façon, peut préfigurer ce qui va se faire dans les grandes missions spatiales. Et donc, de façon générale, c'est ça que nous avons voulu mettre en avant dans le pavillon Science, dont le CNRS est très fier d'avoir la responsabilité. C'est au fond d'éveiller la conscience du citoyen, de lui rappeler l'importance de la science, la qualité de la science française, et peut-être de le convaincre que finalement le futur, c'est à lui de le construire, c'est à nous de le construire, et de façon efficace en connectant tous les esprits. Alors, éveiller les consciences, c'est aussi un peu la mission de la Planète Éducation. François Tadei, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur du CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire. Et pour la Planète Éducation, vous avez imaginé une modélisation de l'évolution des connaissances du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. XVIIIe siècle, les connaissances, c'est résumé par l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, dont on a déjà parlé. Aujourd'hui, l'équivalent, c'est Wikipédia. C'est coproduit par des millions de gens et il y a une explosion de connaissances qui est remarquable. À l'époque, Diderot et d'Alembert pouvaient tout lire. Aujourd'hui, aucun d'entre nous ne peut tout lire. Comment est-ce qu'on peut naviguer dans cette planète de connaissances? On a besoin de nouvelles technologies. On a besoin d'un GPS de la connaissance pour allier la connaissance et la mobilité, pour faire le lien avec les deux choses que les visiteurs verront systématiquement au préalable. Et donc, avec ce GPS de la connaissance, on va pouvoir être guidé par le Petit Prince. Donc, on a notre poète national, qui est la personne la plus connue au monde venant de France aujourd'hui, et qui incarnera cette possibilité d'explorer le monde des connaissances d'hier, d'aujourd'hui et de demain, puisqu'on invitera également à explorer la planète des rêves. Et donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut passer de... Si on cartographie les connaissances en creux, on cartographie aussi l'inconnu. Et comment est-ce qu'on va de ce que l'on sait déjà à l'inconnu? C'est éventuellement par le rêve et par l'imagination. Mais pour autant, vous dites qu'il faut révolutionner la manière d'apprendre, qu'il faut passer d'une logique d'éducation à une logique d'apprentissage. Est-ce que ça, c'est aussi le nouveau GPS que vous proposez à chaque citoyen pour qu'il puisse être capable de relever les défis de demain? Exactement. Avec un GPS de connaissances, on sait où est-ce qu'on est dans l'espace de connaissances. Donc, c'est ce que disait Socrate, connais-toi toi-même. C'est important de savoir ce qu'on sait, mais c'est important de savoir ce qu'on ne sait pas encore. Et donc, on a plein de choses à apprendre. À partir de ce que l'on sait déjà, où est-ce qu'on peut apprendre de nouvelles choses?
est-ce qu'on peut apprendre grâce à d'autres qui ont éventuellement exploré des pans de la connaissance que nous ignorons encore. Et donc cette possibilité de connecter les différentes personnes qui, pour certains, savent déjà des choses, pour d'autres veulent les apprendre, on peut arriver à créer tout un tas de nouveaux services qui permettent de matcher les gens, de leur permettre de se rencontrer pour apprendre les uns des autres et éventuellement explorer l'inconnu. Et si on partage les mêmes rêves, alors peut-être qu'on peut se rencontrer et faire ce que Saint-Exupéry nous disait, faire de nos vies un rêve et de nos rêves une réalité. Et peut-être aussi de nos rêves de l'art. Bruno Julliard, bonjour. Vous êtes délégué général de la Fondation Art Explora. Vous êtes le porteur du projet Art. Vous êtes donc à la tête d'une toute jeune fondation, mais qui a déjà de grandes ambitions. Absolument, toute jeune fondation. Bonjour, d'abord, toute jeune fondation, Art Explora, qui a été créée par Frédéric Jousset, entrepreneur et mécène de la culture depuis de nombreuses années maintenant, et fondation entièrement dédiée au partage des arts et de la culture pour le plus grand nombre en France et à l'étranger. Partant tout simplement du triste constat qu'il y a beaucoup d'inégalités dans l'accès aux arts et à la culture. Plus d'un Européen sur deux ne se rendra pas dans un musée dans l'année qui vient. Ce qui est vrai en Europe est vrai ailleurs. Et donc, si on veut que la culture joue ce rôle de trait d'union entre les individus, eh bien, il faut favoriser cette rencontre entre les arts, la culture et tous les publics. Et on va essayer avec Art Explora de le faire de la manière la plus innovante possible, en misant sur le numérique, sur l'itinérance, en soutenant les artistes du monde entier. Mais comme pour François Tadei, vous êtes aussi dans votre ADN, il y a cette, non plus l'intelligence collective, mais le partage de l'art et cette notion du collectif, du partage est vraiment dans le fondement de votre démarche. Exactement. Lorsque nous avons été invités au pavillon français, on a été tout de suite enthousiastes, d'abord parce que les valeurs portées par le pavillon français, connecter les esprits pour préparer le futur, nous pensons que pour connecter les esprits, faire se rencontrer les individus, il n'y a rien de mieux que l'accès aux arts et à la culture, et c'est les valeurs que nous voulons porter. Et ensuite, comme le ministre le disait tout à l'heure, l'exposition universelle, c'est aussi un peu un laboratoire du progrès. Et nous avons souhaité partager avec les dizaines de milliers, les centaines de milliers de personnes qui viendront dans le pavillon français, un projet emblématique à venir de la Fondation Art Explora, partant du constat que 60% de la population vit à moins de 60 km des ports. Nous avons souhaité créer un projet un peu révolutionnaire, un bateau-musée qui ira à la rencontre du public là où il se trouve, dans les ports du monde entier. Vous avez dû le voir sur les images, mais nous allons présenter à Dubaï ce projet avec une maquette qui va faire 4 mètres de long, 5 mètres de haut, de ce bateau-musée unique au monde, avec une immense projection sur un écran de 17 mètres de long qui présentera ce projet de bateau-musée d'exposition qui fera le tour du monde à partir de 2023. Nous allons accueillir aussi pas mal d'artistes, notamment Nel Beloufa, dans cette planète art gérée par Art Explora. Et puis nous aurons une programmation artistique tout au long de ces 6 mois de l'exposition universelle. Merci beaucoup Bruno Julliard, merci François Tadei, merci Antoine Petit d'avoir partagé avec vous vos belles initiatives. On reste sur la culture et j'ai voulu lancer un peu trop rapidement le tableau qui va suivre, c'est l'espace temporaire. Justine, vous allez nous parler de ces arts sous toutes ses formes dans cet espace temporaire. Oui, effectivement, le visiteur qui a fini ce parcours permanent a la possibilité de poursuivre l'expérience en visitant une exposition temporaire. Donc là, tous les mois, nous allons présenter un type d'art. Donc nous allons avoir pendant les 6 mois 5 propositions dédiées aux arts, en partant de l'art digital et en arrivant jusqu'à la mode, en passant par l'art plastique, l'architecture et les arts de la table. La première exposition que l'on accueillera s'appelle Notre-Dame de Paris, l'expérience, est portée par L'Oréal et la start-up Eastovery et est entièrement consacrée à la cathédrale la plus célèbre du monde, donc Notre-Dame de Paris, depuis sa création, son fondement au Moyen-Âge, jusqu'au chantier toujours en cours de restauration suite à l'incendie de 2019.
Après les arts digitaux, nous parlerons des arts de la table, l'art de vivre à la française, avec une exposition portée par le groupe Chaloub, qui magnifiera, qui mettra en scène 3 grandes maisons d'excellence dans les arts de la table, la maison française, la maison Christophe, la maison Bernardo et la maison Baccarat. Mon nom est Patrick Chaloub, je suis le président du groupe Chaloub, un groupe familial qui a été créé il y a 65 ans, spécialisé dans le luxe et très focalisé sur le Moyen-Orient. Alors, notre groupe a démarré son activité avec l'art de vivre, et particulièrement avec les marques Christophe, Baccarat, Bernardo, qui seront au sein de l'exposition qui va être présentée. Et les présenter surtout dans un endroit comme Dubaï qui permet de ramener un peu ce côté tradition, France, vers ce côté de modernité qu'est Dubaï. Pour moi, l'exposition universelle, c'est un moment dans lequel on a une rencontre entre différentes civilisations, une rencontre de société, une rencontre, un moment de partage, puisqu'on est également dans le partage et dans lequel nous avons cette ouverture pour connaître ce qui peut se passer dans différents endroits du monde. Donc c'est vraiment le moment plus que jamais où nous avons besoin de nous rassembler et de redécouvrir le meilleur qui peut exister dans chacun des pays du monde et de partager un peu ses savoirs et ses connaissances. Après les arts de la table, nous parlerons d'art plastique. Nous accueillerons une production d'un grand artiste de l'art cinétique qui s'appelle Carlos Cruz Diez. Sa création s'appelle Chambre de chromosaturation. Alors, elle a été créée dans les années 60 à Paris, mais elle est toujours d'une immense modernité. C'est un environnement entièrement artificiel qui se décompose en 3 chambres de couleurs, une bleue, une verte, une rouge, et qui vraiment immerge le spectateur, le visiteur, dans une expérience sensorielle. On va trouver à Dubaï la chambre de chromosaturation. La thématique de l'exposition, c'est lumière, lumière. Et justement, mon père est un des artistes qui a travaillé la lumière. C'est un des derniers penseurs de l'art, de la couleur du XXe siècle. Je ne connais personne qui n'aime pas la couleur. Il y en a qui vivent en noir et blanc, je ne sais pas, je ne connais pas. Il essaye justement de faire que la couleur devienne autonome. Les rayures qu'il y a là, en se mélangeant, créent de nouvelles couleurs qui n'existent pas. Mon père est pionnier de l'art cinétique. L'art cinétique est une tendance qui est apparue dans les années 60. C'est modifier la perception de l'art qui était contemplatif. Quand on va dans un musée, il faut que le public puisse participer. Si vous ne faites pas quelque chose, pratiquement l'œuvre ne marche pas, elle n'existe pas. Elle n'existe que par votre participation. Après les arts plastiques, nous parlerons d'architecture avec une exposition itinérante curatée par Dominique Perrault, consacrée au Grand Paris Express et donc qui proposera aux visiteurs un voyage dans 5 des 68 gares en construction de ce projet pharaonique de transformation urbaine. Je suis Dominique Perrault, je suis en train de préparer un pavillon pour le projet de la Société du Grand Paris qui est le nouveau métro qui va être réalisé en Île-de-France dans les 10 prochaines années. L'exposition temporaire de la SGP, donc la Société du Grand Paris, a l'ambition d'essayer de faire vivre physiquement à ceux qui vont visiter l'exposition à Dubaï, le nouveau métro qui va relier 12 millions d'habitants. Au travers de ce pavillon, on veut faire vivre une expérience physique, donc un sentiment d'être dans un transport
dans un quartier, et ceci en France, à l'horizon des années qui viennent. C'est ce qui est intéressant lorsqu'on participe à une exposition universelle, c'est que l'on présente un projet d'intérêt général. Le projet du nouveau métro, comme on l'appelle ici en Île-de-France, c'est un projet qui non seulement est un projet de très grande technicité, aussi bien pour évidemment les trains qui circulent, que pour les tunnels qui sont creusés. C'est aussi un projet social, économique et culturel, puisque ces stations, plus de 60 nouvelles stations vont apparaître dans le paysage de l'Île-de-France, vont créer des nouveaux quartiers. Ce n'est pas une galerie d'art, mais c'est un projet qui a à voir évidemment avec l'art, et que la lumière naturelle, la lumière artificielle, l'art nous donne en fait une espèce de dimension sublime et paisible. Et pour finir, puisqu'on ne peut pas parler de la France sans parler de la mode, nous accueillerons une dernière exposition temporaire dédiée à la mode avec Jean-Paul Gaultier, cet enfant terrible de la mode qui a conçu pour nous et avec la collaboration de Thierry-Maxime Loriot une exposition où on rassemblera une trentaine de modèles iconiques de ce créateur. What good do you think you could get out of working with someone? I think I should how to do that, how to do that, how to do that in a new way. How to do that, how to do that, how to do that in a new way. How to do, 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 how to do. This is an honor for me to represent the French savoir-faire on the fashion world with an exclusive exhibition you will discover next year on the Pavillon France in Dubai. Justine, la création se poursuit au Belvédère qui se situe au dernier étage du pavillon. Qu'est-ce que vous nous avez à réserver dans ce Belvédère ? Effectivement, ce dernier étage du pavillon est également un lieu de programmation. Il est aussi un lieu d'accueil pour nos partenaires et nos invités. Il a l'avantage de proposer plusieurs espaces qui sont modulables, un grand auditorium, une salle de cinéma, plusieurs salons, un restaurant, une grande terrasse panoramique. Et nous avons souhaité dédier cet espace également à la création et à l'innovation. Donc nous sommes allés investir les murs de manière permanente avec plusieurs projets. L'un des grands projets artistiques est porté par Jean-François Rosier, qui est un artiste photographe qui a inventé un concept qui s'appelle l'hyperphotographie, qui consiste à partir de milliers de photos prises au téléobjectif, il recompose des fresques futuristes, assez surréalistes. Et donc pour le pavillon, il nous a conçu une fresque d'un peu plus de 70 mètres de long qui s'appelle Utopia. Donc je pense que le projet parle de lui-même. Nous aurons également un second projet artistique également qui fait écho à l'exposition Carlos Cruz Diez, qui est porté par le studio Carlos Cruz Diez et par la patinoire royale de Bruxelles, qui nous prête des œuvres, des physichromies, donc ces œuvres assez particulières qui jouent sur l'essence du visiteur. Nous aurons également une collaboration avec le Mobilier National. Déjà, le Mobilier National meuble une grande partie des espaces du Belvédère avec la collection Hémicycle de Ligne Roset, designée par Philippe Nigro, que l'on remercie puisque nous sommes assis aujourd'hui sur du mobilier national. Et ils nous prêtent également une œuvre très importante de leur collection, une tapisserie des Gobelins. La tapisserie Amazonia, qui est une œuvre de Jean Lursa et qui viendra trôner au milieu d'un des salons du Belvédère. Enfin, un espace dédié à l'innovation avec cette jeune société qui s'appelle Immertech et qui est en train de prototyper une capsule du futur, la capsule Voyager, qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes et qui propose aux visiteurs une immersion à 360 degrés par le son et par l'image, avec des contenus qui sont travaillés avec des designers et des artistes en lien avec les thématiques de nos quinzaines, donc de notre programmation événementielle.
Alors, justement, la quinzaine va aborder donc ces objectifs de développement durable et c'est par ce parcours que nous allons terminer ce tour d'horizon. Éric, vous allez aborder différentes thématiques de ces objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Éric, quels sont les thèmes que vous avez choisis pour le pavillon France ? Alors l'enjeu pour nous a été effectivement de parler de l'ensemble de ces ODD, de ces 17 ODD, en les regroupant autour de quinzaines thématiques. Deux d'entre elles ont un statut un peu particulier, parce que ce ne sont pas des ODD, une consacrée à la création artistique française, l'autre à l'espace, mais il était évidemment important d'en parler. Au total, 12 quinzaines vont rythmer le pavillon à travers plusieurs types d'événements. Premier type d'événement, plutôt à vocation pédagogique, plutôt tourné vers le grand public. Je pense par exemple à celui qui va être porté avec la métropole de Saint-Étienne sur le design et les nouveaux modes de mobilité. Des événements sur les filières innovantes, et là visant vraiment à porter auprès des visiteurs spécialisés, notamment les innovations des différentes filières françaises, dans le matière d'hydrogène, pour prendre un autre exemple. Nous avons simultanément toute une série de missions d'entreprises, beaucoup portées par des chambres de commerce, par des régions, beaucoup aussi par Business France. Et d'ores et déjà, sur ces 6 mois, nous avons plus de 20 missions collectives portées par Business France qui seront présentes sur le pavillon. Et puis on aura également des événements hors les murs, j'allais dire, dans le pavillon ou à l'extérieur du pavillon, comme la présence d'Energy Observer. Ce pavillon, c'est un pavillon physique, on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup vu, c'est aussi un pavillon virtuel. La programmation en ligne sera évidemment importante pour les visiteurs qui seront présents sur place, mais aussi pour ceux qui ne pourront pas venir à Dubaï. Et de ce point de vue-là, nos visiteurs retrouveront en ligne à la fois la visite de l'exposition elle-même, celle dont on a fait la présentation, mais également de l'ensemble des contenus, notamment ceux qui sont portés par la quinzaine de groupes de travail que l'on a rassemblés autour des thématiques de l'exposition. Notre think tank Connecter les esprits, construire le futur. Et tout ça va donner de la chair et du contenu portant sur l'innovation française au long des 6 mois et même au-delà grâce à ce pavillon virtuel. Monsieur le ministre, l'exposition universelle rime depuis ses débuts, vous l'avez dit, avec le progrès. Le progrès, mais pas à n'importe quel prix. Aujourd'hui, le progrès doit répondre aux objectifs de développement durable. C'est un impératif qui se pose particulièrement pour la ville, qui est tout de même habitée par plus de la moitié de l'humanité. C'est vraiment dans la ville qu'il faut concentrer ses efforts. Nous avons une capacité d'établir les cohérences sur un développement urbain sobre et compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut qu'on puisse régler la contradiction qui est devant nous, qui fait que d'ici 2050, il y aura 2,5 milliards d'urbains de plus dans le monde. Et c'est en 2050 que nous avons décidé, que nous sommes en train de décider ensemble, d'être au niveau de la neutralité carbone. Comment peut-on régler cette contradiction par la ville sobre et intelligente, et non pas en faisant des axes de développement urbain une action par silo, d'un côté l'énergie, de l'autre côté le transport, de l'autre côté la construction, de l'autre côté le numérique, mais en mettant l'ensemble en cohérence, ce qui est une qualité française. Et nous avons ce savoir-faire à exposer et à développer et à étendre, et c'est aussi un élément de notre attractivité. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, nous avions prévu une séance de questions-réponses. Malheureusement, le temps nous manque. Nous allons donc clore notre grand rendez-vous. Mais avant, nous avons tout de même une dernière question pour vous. Pour les autres questions, n'ayez crainte, vous aurez des réponses par écrit sur le site du pavillon. La question qui vous est posée, Monsieur le Ministre, c'est qu'en tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, quel message souhaitez-vous adresser aux Français de l'étranger qui vous regardent en ce moment à travers le pavillon France? Quel pourrait être votre message pour eux, qui sont loin de chez eux? Les Français de l'étranger ont subissent comme nous la pandémie avec des difficultés supplémentaires parce qu'ils sont loin de la France et ils ont parfois beaucoup de difficultés à y revenir en raison des contraintes qui ont été imposées. Donc j'espère que pour eux, cette exposition universelle sera une source de meilleur bien-être et de retour à la normale. Mais que ce soit aussi pour eux, ils sont 3 millions, près de 4 millions de Français à l'étranger aujourd'hui, que ce soit pour eux une occasion de fierté. De fierté de
l'image de la France, de ce que la France est dans son histoire, dans sa culture et dans sa capacité de projection sur l'avenir, et qu'ils soient aussi du coup les ambassadeurs du pavillon français à l'exposition universelle de Dubaï. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux. Merci à vous, Éric Linquier. Merci, Justine Velers. Rendez-vous en octobre prochain, donc, pour le lancement officiel du Pavillon France. D'ici là, vous pouvez vous connecter sur le site officiel du Pavillon France qui est également connecté à tous les réseaux sociaux. Merci, excellente journée à tous. Merci de nous avoir suivis. Light. Explore light as a source of inspiration, movement, knowledge, creativity, and emulation. Prepare to experience new emotions and unleash new ideas to reinvent our world. Discover an inspiring place and experience. While witnessing the French savoir-faire in art, technology, and innovation. At France Pavilion at Expo 2020 Dubai. France. Light, speed, inspiration.